Allez, c'est parti. Vamos! So here I am, fulfilling that dream. I just want it for glory and for myself. Regarde-moi ces paysages, mon Dieu. C'est extraordinaire. It's the best event in the world. Le compte à rebours est lancé 34 jours avant le début du plus grand rallye raid du monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette présentation du Dakar 2022. Tout au long de celle-ci, nous évoquerons le parcours de cette 44e édition, son plateau, ses nouveautés et nous accueillerons les grands acteurs du Dakar passé et surtout présents, des invités prestigieux qui nous ont fait rêver et continuent à le faire. Mais avant de dévoiler les secrets de ce Dakar en Arabie Saoudite, je laisse la parole au directeur général d'Amaury Sport Organisation, monsieur Yann Lemoener. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour découvrir ensemble le parcours du prochain Dakar. Avant toute chose, je tiens à remercier nos partenaires saoudiens et les remercier tout d'abord pour nous permettre de découvrir la beauté infinie de leur territoire. Les remercier également pour leur soutien inconditionnel lors de la dernière édition du Dakar, au cœur de cette crise sanitaire, soutien sans lequel le rallye n'aurait tout simplement pas pu avoir lieu. Merci donc au prince Abdulaziz Ben Turki El Faisal, ministre des Sports et président du comité olympique saoudien. Et merci à Prince Khaled, président de la Fédération saoudienne des sports motorisés, d'avoir conduit ces opérations avec agilité et détermination pour permettre au rallye de se dérouler. Je leur souhaite également, bien évidemment, le meilleur pour cette toute première édition du Grand Prix F1 de Jeddah qui se déroulera dans quelques jours. J'aurai la chance d'être à leur côté pour les soutenir dans cette épreuve que je sais très importante pour eux. Le Dakar, grâce à votre soutien, peut continuer son exploration des déserts saoudiens en toute sérénité et aussi penser à son avenir. Et cet avenir, nous le dessinons autour de la transition énergétique du Dakar. Là encore, nous partageons le même objectif de tendre vers une pratique de notre sport à très faible émission dans les années à venir. Le projet Dakar Future, partagé avec la FIA, qui se lancera dès cette année avec une catégorie dédiée aux énergies alternatives, vise l'émission à taux zéro d'ici 2030. Nous sommes à ce titre particulièrement heureux d'accueillir dès cette année Audi avec ses motorisations hybrides. Une toute première solution hydrogène sera également testée avec Gossin sur le prochain rallye. Enfin, nous sommes particulièrement fiers d'accompagner la FIA et la FIM dans le lancement du tout nouveau championnat du monde des rallye raids, dont ASO sera le promoteur exclusif. Je remercie à ce titre leurs présidents respectifs, Jean Todt, président de la FIA, et Jorge Viegas, président de la FIM, pour leur confiance. Voilà, avant que David Castera, entouré de nombreux invités aujourd'hui, ne vous dévoile le parcours du prochain Dakar, voici un avant-goût de ce que sera ce tout nouveau championnat du monde des rallye raids. On va avoir un énorme championnat du monde. On va commencer notre championnat du monde Rally Ride 2022 par l'épreuve phare, par le Dakar. Un mariage qui, pour moi, est utile pour le développement des championnats de la FIA. Un calendrier équilibré qui a un avenir mondial. On va imposer des vraies
mesures de sécurité et ça va nous permettre d'élever le standard de toutes les épreuves du championnat. La révolution, avec parfois même de la révolution. Il va y avoir de nouvelles réglementations, il va y avoir l'apparition de nouvelles énergies. Pour moi, la compétition automobile est un sport, est un spectacle, mais également un laboratoire. Et ce championnat du monde des rallye raids débutera donc dans 34 jours avec la première étape du Dakar, puisqu'il y aura des points à prendre sur chaque étape du rallye. Je laisse à présent la parole à son Altesse Royale, le prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministre des Sports et président du comité olympique d'Arabie Saoudite. Assalamu alaikum. Peace be upon you. For the third year running, it gives me great pleasure to welcome you to the nation of motorsports and the home of the Dakar Rally, the Kingdom of Saudi Arabia. We are blessed by the guidance and trust of our leadership and the unlimited support we receive from our Crown Prince, His Royal Highness, Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. The sports sector in the Kingdom has accomplished significant growth. Sports constitute a main pillar in the Kingdom's Vision 2030, and our ambitions continue to soar and fuel a growing economy. We continue to welcome the world to our beloved country and organize world-class events at the highest global standards. But most importantly, we focus on creating a healthy and vibrant society that inspires and encourages our citizens, especially our youth, to help them achieve sporting excellence on local, regional, and international levels. In this exceptional era of sports, motorsports was by no means a stranger to the rapid pace of development. The top motorsports competitions have found a new home in the kingdom. From the Dakar Rally, the toughest rally in the world, to the World Rally Championship, the FIA Formula E, Extreme E, and of course, the upcoming FIA Formula One World Championship. In 2020, our journey with the Dakar Rally started. We came together to write a new chapter in the world of motorsports. In 2021, we trusted the power of sports when our world was facing a global pandemic. We prevailed and successfully hosted our second Dakar Rally, following the highest standard of safety. And in 2022, our journey with Dakar Rally will continue to reach further heights, explore fascinating landscapes, test the will of the world's best drivers, connect the world with our generous and welcoming people, and showcase our culture, capabilities, and unlimited potential. Together with Dakar Rally, we look ahead towards a bright future, one that inspires a generation and conserves the planet. We will support Dakar Future, the energy transition plan dedicated to fostering green innovation in rally raids and reducing carbon emissions. By 2030, Dakar Future will ensure that all drivers, elite and amateur, will compete using vehicles fully powered by alternative energy. This plan aligns perfectly with the Saudi Green Initiative, launched recently by our Crown Prince, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman, to unify all sustainability efforts in the kingdom, increase reliance on clean energy, offset the impact of fossil fuels, and combat climate change. In January 2022, we continue to write a new chapter in the story of Dakar Rally in Saudi Arabia. On behalf of everyone in the kingdom, we invite you to visit and experience the beauty of our country, engage with our rich culture and loving people, and cheer for the world's most prominent drivers and riders. Together, we will create unforgettable memories. Welcome to Dakar 2022. Welcome to Saudi Arabia. Un grand merci à son Altesse Royale. Le directeur du Dakar, David Casteran, nous a rejoint. Comme évoqué par le prince Abdulaziz, David, cette nouvelle édition aura une nouvelle fois lieu en Arabie Saoudite, un terrain idéal pour les amoureux du rallye raid. Effectivement, l'Arabie Saoudite nous offre des possibilités illimitées de parcours et avec toutes les équipes d'ASO, nous avons beaucoup travaillé cette année pour vous proposer un parcours avec beaucoup de sable, beaucoup de dunes. C'était notre idée et un parcours 70% nouveau. Alors on a mis l'accent sur le sable et les dunes. Sur chacune des étapes, vous allez trouver votre petit cordon de dunes. Alors ils seront plus ou moins difficiles, mais ça sera le fil conducteur de cette 44e édition.
Les derniers coups de pinceau ont balayé la grande toile du Dakar 2022. David, vous revenez tout juste des dernières reconnaissances en Arabie Saoudite. Je vous propose de découvrir ces fameuses recos. Il m'apaise, il m'apaise. Parce que voilà, il y a une forme de silence, il y a une forme de calme ici. Les notions de temps sont différentes. On a retrouvé cette sensation du désert, du vide, de la solitude. Depuis qu'on est ici en Arabie Saoudite, il y a surtout un vrai plaisir du retour au désert absolu. Et ça fait du bien d'avoir sa petite dose de désert de temps en temps, ça remet les choses à leur place. Je suis à la recherche d'un équilibre permanent entre le difficile et l'impossible. Je suis plutôt tout le temps sur le fil de savoir où je dois doser, comment je dois doser, pour que ça plaise aux uns et aux autres et que tout le monde y trouve, entre les amateurs et les pros, son chemin, son plaisir et son aventure. On met un waypoint en haut et on est ceux qui passent, non? Ok, on a un waypoint. C'est vrai qu'au départ, c'est une vraie feuille blanche et on a aussi une idée de ce qu'on veut raconter au travers du Dakar qui va venir, en fonction de ce qui s'est passé sur le précédent, des ressentis qu'on a eus, de tout ce qu'on a pu entendre. C'est ça aussi qui m'aide, qui nous aide à écrire le suivant. Je mets dans ma bulle, j'ai pris tous mes renseignements, je sais vers où je veux aller. Je commence à le gratter, puis je le partage après avec mes équipes. C'est quand même particulier ce qu'on fait, on est dans des endroits incroyables. On vit, voilà, on est tout seul ici au milieu du désert, on vit des aventures aussi. Mais c'est toute la journée dans les galères, les entraides, les petits mots à la radio, etc. Puis ça fait partie aussi de mon job, c'est de pouvoir les sublimer quelque part et de les garder avec moi pour sortir le meilleur d'eux et que ça, à la fin, le Dakar en sorte grandi. Il y a quand même quelque chose de fort ici. Vous arrivez dans des immensités, vous voyez plus personne, plus vous cherchez votre route, vous ne savez pas si vous êtes sur la bonne ou pas. Il y a toujours une espèce d'appréhension de se perdre, pas se perdre, de rester bloqué. Si on trace le rallye, on ne le trace pas pour nous, on le trace pour eux. Le désert est quand même fascinant. Il peut faire peur, mais la peur fait aussi partie de ce qu'on a envie de trouver. Je crois qu'il y en a beaucoup qui la cherchent aussi. C'est une forme de se redonner, de chercher ses limites, de se repousser, de se chercher. Et c'est aussi enrichissant pour tous. C'est une libération, le désert, c'est un apaisement quelque part. C'est un apaisement parce que voilà, on se retrouve nous, le désert, le reste on l'oublie et ça permet de vivre autrement et différemment. Et quand on revient, le choc est toujours terrible.
Ça donne envie, même si ça n'a pas été de tout repos pour les équipes du Dakar. David, de prestigieux invités nous ont rejoints. Kevin Benavides, vainqueur pour la première fois en moto l'an passé. Manuel Andújar, également argentin lauréat en quad. Et puis, Monsieur Dakar, qui a 11 mois remporté le Dakar pour la 14e fois. Messieurs, bonjour, bienvenue à Paris. Alors, petit retour sur 2021 déjà. Manuel Andújar, est-ce que ça a changé votre vie de remporter le Dakar ? Oui, bien entendu, c'est avec énormément de joie, de bonheur. J'ai beaucoup travaillé pour y parvenir et vraiment arriver à la dernière étape en sachant qu'on va arriver à la ligne. Et oui, vraiment, c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Kevin, même question, ça a changé votre vie. Remporter le Dakar pour la première fois. Oui, bien entendu, bien sûr que ça a changé ma vie. Je suis arrivée à ce que j'avais toujours rêvé depuis des années. J'avais travaillé si dur pour ça, donc surtout personnellement, je suis parvenue à atteindre ce dont je rêvais. Puis après la reconnaissance des gens, comment on nous regarde, un sportif qui est parvenu à hisser l'Argentine, l'Amérique latine si haut, c'est vraiment une grande victoire. Je suis très content du travail que j'ai réalisé. J'aimerais continuer à rêver, mais toujours avec les pieds bien ancrés sur la terre, avec la même humilité. Alors, Stéphane Peterhansel, ça n'est pas votre premier titre, bien évidemment. Le premier, c'était en 1991. On envoie des images. Il y a plus de 30 ans. Elle a quelle saveur, cette dernière victoire sur le Dakar ? Pour moi, c'était vraiment une belle victoire, qui n'est peut-être pas parmi les meilleures, les plus belles, mais importante, parce que j'étais très content, bien sûr, de m'imposer après avoir gagné en Afrique, en Amérique du Sud, de gagner en Arabie Saoudite. Le deuxième point, c'était qu'avec Édouard Boulanger, c'était la première fois qu'on roulait ensemble, au nouveau copilote. Ça s'est super bien passé, donc partager cette victoire avec lui, c'était aussi génial. Et puis le troisième point, c'est que sportivement, il a fallu se donner à fond, parce qu'avec Nasser Al-Attiyah, en fait, tous les jours, j'étais à 100%, et puis on a terminé avec très peu d'écart, donc c'est une vraie belle victoire sportive. Alors, messieurs, David, je vous propose maintenant d'ouvrir le chapitre 2022 du Dakar. Alors David, on va commencer par le commencement. Le point de départ de ce Dakar, ce sera à Jeddah. Oui, Jeddah, mais uniquement pour les vérifications administratives et techniques au niveau du site du stade. Puis ensuite, ça sera un long transfert pour rejoindre la ville de Haï, qui est le vrai départ sportif de cette édition. Mais en route pour Haïl, il y aura un prologue d'importance. Effectivement, une courte spéciale, 20 km, qui va servir à déterminer l'ordre de départ de la première grande étape de ce Dakar. Kevin, cet ordre de départ est très très important pour la première étape. Oui, c'est un prologue extrêmement important pour la catégorie moto. C'est nous qui ouvrons la piste. Ça va être très déterminant, essayer d'être bien positionné dans le prologue pour ensuite pouvoir choisir le meilleur endroit pour partir. Et puis on rentre dans le vif du sujet avec la première étape, la 1B du Dakar, une boucle autour de Haïl. Effectivement, une première spéciale en boucle, mais on commence par des choses sérieuses. Première spéciale avec du sable, beaucoup de sable, pas forcément des dunes, et des beaux paysages en milieu de spéciale avec beaucoup d'accroches, des cailloux, et un peu de slalom de navigation. Et le final, c'est des grandes collines en sable avec des descentes immenses. Il faut être assez prudent sur les sommets pour rejoindre Haïl. Donc, première belle mise en jambe pour cette première étape de 334 km. Deuxième étape, attention, Haïl Al-Artawiya, étape
marathon. Oui, déjà, tout le monde va être surpris, mais déjà sur la deuxième étape, on est en étape marathon. Donc une étape marathon avec beaucoup de sable, quelques dunes, on va voir les premiers cordons de dunes. Mais en tout cas, quand on va arriver donc, au bivouac, il n'y aura pas possibilité de faire de l'assistance. Donc il va falloir économiser sa voiture et les voitures et les camions. Il faudra aussi qu'ils économisent leurs pneus parce qu'on ne peut pas changer les roues. Si on veut changer les roues et les prendre dans un camion, on aura 5 minutes de pénalité. Stéphane, c'est déjà un tournant dans ce Dakar avec une étape marathon dès le deuxième jour. C'est ça, ça arrive très tôt. Alors on sait que c'est toujours un peu compliqué, on peut perdre beaucoup sur les étapes marathon. Il va falloir rendre un peu la main pour repartir le deuxième jour de l'étape marathon avec une voiture à 100%. Manuel, ça veut dire que sur une étape comme celle-là, il faut rouler à 50%, 70%, il faut faire attention à la machine? Oui, au moins 70% pour maintenir le rythme de la course, mais sans se heurter, sans donner de coups au véhicule, parce que c'est très important cette deuxième étape. Il faut en sortir entier pour pouvoir poursuivre et pouvoir faire la mécanique après avec toute l'équipe par la suite. Je crois que ce qui est le plus important dans ce premier jour, c'est vraiment faire attention à la machine et à soi-même pour pouvoir arriver sain et sauf au campement. La suite du programme, David, la troisième étape, Al-Artawiya Al-Kaïsouma, suite de la marathon. Effectivement, suite et fin, on va remonter un petit peu au nord avec une spéciale en 3 temps, un petit peu de cailloux au début, des pistes empierrées, du sable encore et des dunes au milieu. Puis à la fin, c'est beaucoup plus roulant, une spéciale qui va permettre de rejoindre assez rapidement la ville d'Al-Kaïsouma avec, par contre, on va commencer à monter un peu plus en gamme au niveau de la navigation. La quatrième étape, on enchaîne, Al-Kaïsouma, en direction de Riyad, la capitale. Voilà, plein sud, la capitale Riyad, avec la plus longue spéciale de cette édition, avec un total de 470 km. Début compliqué, beaucoup de pistes, beaucoup de navigation sur le début de spéciale, les 150 premiers kilomètres. Ensuite, c'est des dunes et des pistes jusqu'à l'arrivée, mais attention à ce début de spéciale. David, cinquième étape, une première boucle autour de Riyad. Effectivement, la ville de Riyad, on va y rester 4 nuits. Première boucle à l'est, sud-est, avec une spéciale qui va nous amener sur des parcours dans les rios, un peu de pierre au début quand même. Et ensuite, il faudra garder l'énergie sur la fin spéciale parce que toute la fin spéciale sera dans les dunes avec 60 km de dunes d'un niveau correct, avec des belles grandes dunes. Toute fin spéciale, donc pas évident de sortir de cette boucle. Et puis l'étape 6, une deuxième boucle autour de Riyad, mais cette fois côté ouest. Voilà, côté ouest, et donc encore une longue spéciale, avec plus de 440 km de spéciale. Une belle spéciale encore, beau final, j'aime beaucoup la fin de la spéciale, des belles pistes de sable dans des beaux décors, avec les dunes au milieu, donc encore une vraie spéciale pour une veille de journée de repos. Kevin, je reviens vers vous, il y a une chose qui change considérablement pour vous cette année, après avoir gagné en 2021, c'est que vous passez de l'écurie Honda à KTM. Qu'est-ce que ça change pour vous? Bon, ça n'a pas été une décision très facile, mais je suis un pilote qui aime beaucoup les défis. Et je remercie énormément Honda de m'avoir donné cette possibilité pendant toutes ces années. J'ai fait le travail, j'ai respecté. Et là, c'est un nouveau défi parce que j'aimerais obtenir une nouvelle victoire avec une nouvelle équipe. Bien sûr, j'ai toujours été un fanat de KTM depuis que j'étais enfant, depuis que j'ai commencé à courir sur enduro. Et vraiment, je crois que les changements, c'est bien, ça donne de nouvelles possibilités. Je suis très contente, très motivée pour pouvoir porter ces couleurs et faire le meilleur comme toujours. Alors, repos à Riyad, la capitale du pays qui accueille chaque année une manche du championnat de Formula E. Transition toute trouvée pour évoquer le futur du Dakar, un futur qui est déjà en marche. Motorsport, it's always innovation. We are doing a car that we haven't done before. Pour aller faire une compétition telle que le Dakar et d'aller la faire en hydrogène, c'est très innovant. And make a Dakar on a greener way, it's for the future, I think, important and necessary. How we imagine in the future, we believe in the battery cars. This is the future for us.
Donc l'intérêt du moteur à combustion à l'hydrogène, c'est qu'il n'y aura pas d'émissions de CO2. Un des premiers objectifs, ce serait d'être présent sur le Dakar 2023. Alors David, on a vu quelques-uns des projets pour la prochaine édition et au-delà, les choses avancent. Effectivement, l'an dernier, nous annoncions la nouvelle feuille de route technique des voitures du Dakar. Elle était ambitieuse, cette feuille de route, puisqu'on veut aller vers le zéro émission d'ici 2030, donc quelque chose de très ambitieux. Mais on voit qu'aujourd'hui, les projets sont là. Et c'est plus qu'aujourd'hui juste une théorie, la pratique est là. On a d'ailleurs Audi avec une voiture électrique. Et surtout, il y a beaucoup d'autres projets qui arrivent, avec notamment de l'hydrogène. Et donc, d'ici 2-3 ans, il va y avoir une vraie révolution sur le Dakar. Alors, on va en parler justement avec Stéphane Peterencel, qui rejoint donc l'écurie Audi et son véhicule hybride. C'est ce qui vous a incité à prolonger l'aventure Dakar? Oui, c'était le parfait timing, en fait. D'être si proche de voir arriver les nouvelles technologies et ne pas y participer, ça m'aurait embêté. Donc je crois que c'est le moment maintenant de découvrir ces voitures, de faire évoluer ces voitures en sachant que le Dakar est une des courses les plus compliquées pour ces nouvelles technologies. Ça demande énormément d'autonomie, on doit être capable de faire une journée totale de 800 km sans s'arrêter. Et Audi relève le challenge et ça c'est super intéressant. Alors on va enchaîner avec la suite du parcours 2022. 3 nouveaux concurrents nous ont rejoint. Cristina Gutiérrez, pilote espagnol du Red Bull Off-Road Junior Team USA. Joan Barreda, pilote moto chez Honda. Et le vainqueur du dernier Dakar en camion, Dmitri Sotnikov. Cristina, déjà, un mot avec vous. Vous venez de remporter la Coupe du Monde des rallye raids en T3. Vous devenez la première femme à remporter cette Coupe du Monde. C'est important, c'est un moment fort pour vous. C'est vrai, ça a été un moment magnifique dans ma carrière sportive depuis le Dakar 2021 où je suis rentrée de façon tout à fait inattendue. J'ai remporté la première étape, ça a été un moment fantastique et toute l'année suivante, ça s'est poursuivi d'une façon vraiment très belle pour moi en remportant plusieurs rallyes et maintenant terminé avec la victoire au mondial. Je suis plus qu'heureuse. Mais maintenant, il faut gagner le Dakar. Bon, ça, ce sont des grands mots. Le Dakar, c'est une course très longue. Il faut la suivre jour après jour. Il y aura énormément de personnes qui vont concourir très fortement contre nous. Mais ce qui est très important, c'est que je me sente compétitive et que j'espère qu'on puisse avoir des bonnes nouvelles à la fin. Dmitri Sotnikov, 2 fois deuxième du Dakar. L'an passé, vous remportez ce Dakar en 2021. Ça a été une forte émotion pour vous? Oui, bien sûr. C'était un moment très mémorable pour moi. Après 10 ans de Dakar, c'était incroyable de finir sur le podium et d'avoir cette victoire. Le moment le plus émotif pour moi, c'était lorsque j'étais sur le podium et on a annoncé la victoire de la Russie. C'était le comble de ma vie et je me suis sentie très fière. Et maintenant, il faut confirmer avec un nouveau camion Kamaz. Oui, je vais essayer de maintenir cette position pour le camion. Donc, il y a de nouveaux modèles de camions qui sont sortis. C'est vraiment un très beau modèle, donc très bonne conception, ça va très vite. Et nous aurons 2 camions. Donc, avec cette camion, il y aura mon équipe et l'équipe de Nicolas. Joan Barreda, 12e participation au Dakar. Encore 3 victoires d'étape l'an passé, avant malheureusement d'abandonner. Vous êtes sur le podium des pilotes avec le plus de victoires. En spécial, Stéphane Peterencel est à 6 longueurs devant vous. Ça peut être un objectif de battre Stéphane Peterencel? À vrai dire, c'est un honneur de faire partie de cette liste, bien entendu. Je n'ai pas la montagne de trophées qu'a Stéphane, mais nous avons, peut-être que cette fois-ci, il y aura la possibilité de faire un Dakar en plus et essayer au moins en remporter un et arriver vraiment au maximum. Jusqu'à présent, je suis très contente d'y être parvenue. Qu'est-ce qui vous manque pour remporter le Dakar? Un peu de chance peut-être aussi?
Oui, l'expérience, en fin de compte, montre que gagner le Dakar, c'est pas facile. Il faut contrôler beaucoup d'aspects et puis en regardant un petit peu en arrière et mon histoire, c'est clair que c'était des années où j'ai commencé dans une équipe jeune, une marque jeune qui manquait de cette expérience et puis après, avec les années, Honda a fait les choses très bien, on travaille très bien et c'est là où moi aussi, j'ai pas réussi, j'ai été blessée durement 2 fois, pendant 2 ans, j'ai tardé à me remettre. Et c'est difficile aussi mentalement. Et puis maintenant, les années passent. Et là, je suis à un bon moment cette année avec une bonne expérience. Physiquement, je me sens bien fort. Alors, je vais essayer de donner le dernier coup de grâce. Alors, la suite du programme, David, avec la 7e étape entre Riyad et Al-Dawadimi. Alors, effectivement, on va remonter après quitter la capitale. On remonte un peu au nord, avec un nouveau bivouac sur cette édition du Dakar, Al-Dawadimi, une très belle étape avec une première partie, beaucoup de dunes, centaines de kilomètres. Puis après, c'est un vrai labyrinthe de pistes qui va attendre tout le monde, beaucoup de navigation sur la deuxième partie pour en faire arriver donc à Al-Dawadimi, mais une arrivée pas facile en tout cas. Alors, la suite du programme, David, avec la 8e étape, Al-Dawadimi, Wadi Ad-Dawassir. Elle est dure, celle-là. Elle est dure, c'est une descente plein sud pour rejoindre Wadi. C'est l'étape la plus longue du rallye, pas la spéciale, mais l'étape. La spéciale, elle fait environ 400 km. Et donc, c'est une spéciale difficile parce qu'il y a beaucoup de sable, beaucoup de dunes sur cette étape. C'est une étape où je pense qu'on va rentrer très très tard sur le bivouac de Wadi. Ça va rentrer de nuit, surtout qu'il y a une longue liaison pour terminer. Donc attention à cette étape. Christina Gutiérrez, la fiabilité est essentielle sur une étape comme celle-là. J'imagine que vous avez beaucoup travaillé dans l'OT3. Certainement, dans une course comme le Dakar, la fiabilité, c'est pratiquement ce qui est le plus important pour avoir sur la voiture. Et l'équipe a fait beaucoup d'efforts pour améliorer tout cet aspect. Avec les nouvelles réglementations de cette année, nous avons résolu un certain nombre de problèmes que nous avions rencontrés l'année dernière. Alors donc, ça va être vraiment un moment magnifique et nous sommes certains que l'OT3 fonctionnera à la perfection. Étape 9, une boucle autour de Wadi Ad-Dawassir. Voilà, c'est une boucle. Alors cette boucle, elle n'est pas là par hasard. C'est une petite boucle, petite spéciale, pour essayer aussi de ramener un peu tous les concurrents de la veille pour nous, organisation, et de reconcentrer tout le monde. Donc là, on va relâcher un petit peu la pression avec une très belle spéciale, de la navigation, beaucoup de petits canyons, des petits cols à chercher, mais très très belle spéciale, même si elle est courte, puisqu'elle fait à peu près 290 km. Et on enchaîne avec la 10e étape, Wadi Ad-Dawassir, Bisha. Voilà, Bisha, on repart. Donc, ce n'est pas une spéciale difficile. C'est 374 km, en tout cas, à parcourir. Assez roulant, beaucoup de pistes. Et c'est la seule spéciale, je pense, où il n'y a pas de dunes. Et on aura l'occasion sur cette étape de voir un rocher assez particulier que vous avez vu lors des reconnaissances, qui a une spécificité. Oui, c'est une petite signature. Alors, il y en a qui ne la voient pas, mais on peut deviner une petite voiture là-haut dessinée. Petit clin d'œil, en tout cas, à tout le Dakar qui passera juste à côté de cet endroit. Étape 11, une boucle autour de Bisha, David. Effectivement, une boucle où rien ne sera joué, puisque c'est une étape difficile qui les attend autour de Bisha, avec 345 km de spécial, quasiment que des dunes, du sable. Donc tout pourra se jouer. On a des grandes dunes, on a des petites, il y a beaucoup du sable très mou. Donc tout pourra se jouer sur cette dernière spéciale, avant-dernière spéciale du rallye. Stéphane Fédérancel, dernière bagarre. C'est aussi ici qu'on peut gagner ou perdre un Dakar, et c'est là où le mental est essentiel. On peut perdre à chaque kilomètre du Dakar, on peut le perdre, même dans la dernière spéciale si elle est plus facile. En fait, chaque kilomètre est un piège, il faut rester concentré jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais c'est ça qui fait aussi la beauté de cette course, c'est qu'on n'a pas droit à l'erreur, tout simplement. Si on veut finaliser avec un bon résultat, il faut être constant en permanence. Donc c'est ça la clé du Dakar, la constance. Et enfin, David, la dernière étape de ce Dakar, Bisha-Jeddah. Voilà, finit avec une petite spéciale, 163 km, une spéciale facile, sans grande difficulté. Il faudra rester concentré évidemment sur la navigation, avec toujours cette multitude de pistes qui fait la spécificité de l'Arabie Saoudite et la petite difficulté donc en navigation. Mais on rejoindra tranquillement la ville de Jeddah pour les podiums et la cérémonie finale.
Une réaction de votre part, Dimitri Sotnikov, sur ce parcours, il y aura beaucoup de sable. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec David Casterra. Tous les ans, il fait quelque chose de nouveau. Il rend des choses plus compliquées tous les ans. Et c'est intéressant pour les concurrents. Vous avez le temps, vous avez les opportunités, vous pouvez regagner des points, regagner du temps. Donc, pour l'équipe Kamaz, s'il y a des parcours élevés, donc c'est un bon test pour nous. Et le niveau du pilote va augmenter aussi. Johan, votre réaction sur ce parcours que vous venez de découvre? Comme vous dites, là, c'est un Dakar avec beaucoup de sable. C'est un terrain en Arabie qui est très désertique et c'est bien de profiter de tout ce sable. Bon, pour nous, je crois que c'est assez positif. Moi, j'aime bien, je me sens tout à fait à mon aise avec le sable. Bon, s'il y a trop de pierres, c'est plus difficile. Alors, sur le papier, même si c'est positif, bon, j'espère que oui, ça sera un bon Dakar. Enfin, David, un bilan chiffré sur ce parcours. Alors, on a 12 étapes sur cette édition, comme on vient de le voir. Une étape marathon donc de 2 jours. On a réussi à renouveler à plus de 70% donc, le parcours des dunes. Donc, ça restera le fil conducteur de cette édition, même si ce n'est pas tous les jours difficile, mais elles seront présentes. Un bel équilibre de difficultés donc, attend tout le monde pour cette 44e édition du Dakar. Et puis, il est temps à présent d'évoquer le vieux bébé qui grandit pour sa 2e édition. Je parle bien sûr du Dakar classique. Venir al Dakar Classic es una de las cosas más emocionantes que se pueden hacer en la vida. A todos los apasionados que quieran recordar los Dakares africanos, que vengan al Dakar Classic. J'ai connu le Dakar dans les années 80 et c'est rendre hommage à ces années-là, à tous ces pionniers. C'est se rappeler d'où on vient, de nos racines. C'est aussi pour ça qu'on a voulu créer cette catégorie. It's like I'm driving Beyoncé. No, me llamo Pete. Hace 40 años este modelo fue el vencedor, el primero que ganó la categoría de autos. Bien. Au bout du temps, on était en retard. Yep. 3:02. No tenemos. Elle était dure celle-là. Hein. C'était dur, hein ouais. Putain. Mais elle était bien. Et c'est un plaisir et un honneur d'accueillir 2 autres légendes du Dakar, 4 fois vainqueur du rallye, Monsieur Ari Vatanen, et le septuple vainqueur du Dakar en camion, Vladimir Tchagin. Avec Stéphane Peterencel, ça fait 25 titres dans une même salle et près de 200 étapes remportées, si on rajoute les étapes remportées par David Casterra. Alors David, le Dakar, ce sont ces grands champions, ce sont ces véhicules d'anthologie et des souvenirs qui vous ont poussé à créer la première édition du Dakar Classique l'an dernier. Effectivement, on a voulu rendre hommage à l'histoire du Dakar en faisant revenir tous ces véhicules qui nous ont tous fait rêver. Et donc aujourd'hui, si l'an dernier il y avait peu de concurrents en raison du Covid notamment, cette année c'est plus de 150 voitures et camions qui nous ont rejoints. Donc pour cette aventure, une aventure qui va être en parallèle de celle du Dakar avec des parcours qui sont différents. Par contre, toutes les étapes sont les mêmes. Et c'est quoi l'enjeu aujourd'hui du classique? C'est pas une course au chronomètre, c'est une course de régularité. On doit respecter des moyennes, hautes ou basses. Et en plus, cette année, on a rajouté une petite touche avec la navigation. Donc il y aura des morceaux de navigation aussi. Et c'est vrai que c'est aussi une compétition à l'intérieur, mais pas une compétition après le chrono. Et puis évidemment, un parcours adapté au véhicule. Alors je me tourne vers Ari Vatanen. Ça doit vous faire plaisir de voir réapparaître sur le Dakar des véhicules de légende? Non, évidemment, parce que nous tous, comme Stéphane et tous les autres qui ont fait Dakar avec nous les années 80, 90 en Afrique,
C'est que plus tard, les gens se rencontrent leur bonheur et nous aussi, quelle liberté on a eue. C'était quelle aventure. Bien sûr, c'était la compétition, mais c'était aventure humaine. Pour moi, personnellement, c'était mon comeback à la vie après mon accident presque fatal en Argentine en 85. Pour moi, c'était retour à la vie. Et maintenant, quand j'y pense, ah oui, j'ai eu vraiment la chance dans la vie privilégiée. Et pour faire revivre tout ça au travers de Dakar Classic, c'est magnifique. Très bonne idée, David. Merci, Harry. Et on voit justement la 205 de 1987, un joli bébé. Quel souvenir vous gardez de votre premier Dakar? Quand j'étais à Trocadéro, et je me suis dit que je suis là, je suis vivant, je suis en bonne santé, et je encore commence à faire les rallyes. Quelque chose que j'avais pensé, c'était fini pour moi. C'était fini pour moi. Et je me suis pensé comme ça, est-ce que c'est vraiment moi? Et Sergi Pontoise, on a le prologue, on a eu une rotule qui cassait, je ne sais pas pourquoi. Finalement, quand on est parti en Afrique, nous étions littéralement le dernier. Il fallait passer tout le monde. Et avec Bernard Giroux, sacré Bernard qui était à côté de moi, qui se tuait dans un accident de bateau offshore un peu plus tard. Et finalement, on a fini par gagner. C'était presque trop beau d'être vrai. Et ma femme Rita est venue à Dakar 18 mois avant. Elle était dans la salle de l'urgence à l'hôpital. Est-ce que son mari va être mort ou pas? Et 18 mois plus tard, elle me trouve en tant que vainqueur à Dakar. C'est presque pas vrai, mais c'était vrai. Je suis vraiment chanceux. Alors, Stéphane Peterhansel, vous étiez en moto à l'époque. Votre premier Dakar, si je ne m'abuse, c'est en 88. Quel souvenir vous gardez d'Harry Vatanen? Tout d'abord, moi j'étais passionné aussi de rallye automobile, donc forcément je suivais ces championnats du monde. Et en fait, c'était une idole. C'était une idole, Harry. Quand j'ai commencé, quand j'ai passé le permis en voiture, j'essayais de faire des travers, des glisses, et je disais, je fais du Vatanen. Donc c'était vraiment l'image forte de l'époque. Après, on a croisé nos chemins dans les premiers Dakar, et l'image que j'en ai, c'est de voir la 405 traverser le Ténéré à une vitesse folle, et qui nous rattrapait. Les motos, on partait devant, mais les voitures étaient tellement rapides à cette période qu'on se faisait doubler dans la journée. Donc j'ai vraiment le souvenir de cette voiture qu'on voit derrière. Vladimir Tchagin, ça signifie quoi d'être ici, à Paris, aux côtés d'Harry Vatanen et de Stéphane Peterhansel? Vous aussi, vous faites partie de la légende du Dakar, c'est important. L'équipe Kamaz Master a participé première fois en 1990. J'étais aussi dans l'équipe. J'avais 20 ans et c'est la première fois que j'ai eu Harry Vatanen. Et pour moi, c'était une star, superstar, légende de sport. C'est pilote de succès très rapide. Et les sentiments que j'ai eus à l'époque, ça me fait troubler. J'avais 20 ans et j'étais à côté de lui. Et j'ai les mêmes sentiments maintenant. C'est les sentiments que je vais garder toute ma vie. C'est une légende et exemple pour les pilotes d'avenir. Concernant Stéphane, déjà la quantité de victoires pendant le Dakar, je ne sais pas combien de temps il faut que les pilotes actuels puissent battre son record. Bien sûr, c'est une légende de Dakar pour les années d'avenir. J'ai énorme sentiment pour les deux plus grands pilotes actuels. David, ça vous irait de voir Vladimir, pourquoi pas Harry, au volant d'un véhicule Dakar classique? Ça vous plairait, ça? Ça me ferait plaisir. Effectivement, l'idée, c'est d'avoir les véhicules, mais c'est aussi d'avoir les hommes. Harry le disait, c'est aussi le Dakar, une histoire humaine. Et de pouvoir les avoir avec nous, c'est vrai que ça nous ferait plaisir. Ça serait justement aller au bout de la démarche. Un grand merci à Harry Vatanen et à Vladimir Tchagin. Après le parcours, il est à présent temps de s'intéresser au plateau de ce Dakar 2022 à venir. Mais avant cela, je vous propose de retrouver son Altesse Royale, le prince Khalid bin Sultan Abdullah Al Faisal, président de la Fédération saoudienne de sport automobile et moto. Assalamu alaikum. Thanks to the vision of our great leadership, the Kingdom of Saudi Arabia's sporting sector is transcending borders. The nation is establishing itself as a host for some of the largest events and competitions in the world, preparing to host the phenomenal Dakar Rally for the third time in a row, and of course the Formula One STC Saudi Arabian Grand Prix
for the first time this year. Clearly demonstrates the level which the kingdom is participating on the global sports arena. The world has endured difficult and challenging conditions recently, but despite these difficulties, the kingdom created a distinctive case study for the rest of the world's events industry by hosting Dakar, Saudi Arabia in the midst of the pandemic. This year, we take advantage of the great momentum gained hosting the last 2 editions of Dakar Rally, using those experiences to bring to you Saudi Arabia's biggest edition yet. Yet again, we will showcase the kingdom's capabilities in hosting large-scale sporting events, reaffirming Saudi Arabia's potential to become the global home of motorsports. Dakar Saudi Arabia 2022 will feature routes that are new, different and more challenging to match the passion of the participants, as well as the fans who follow it closely. We cannot wait for you to join us as we welcome you to a brand new, thrilling adventure in the largest endurance motorsports race in the world. Un grand merci au prince Khalid, président de la SAM, Fédération saoudienne des sports mécaniques. Après le parcours, place au plateau et nous accueillons à présent Charles Kuipers, responsable du service concurrent du Dakar, mais aussi, toujours aux côtés de Stéphane Péterancel, Laia Sanz, 10 fois meilleure femme en moto, maintenant en auto, et Jonathan Chottard, pilote français amateur engagé en moto pour la toute première fois. Alors Charles, premier constat, il va y avoir du monde sur le Dakar 2022. Effectivement, les concurrents ont répondu présents nombreux, plus de 580 véhicules inscrits en course au départ de cette 44e édition, dont 150 en catégorie classique. L'envie d'aventure se fait clairement ressentir et les paysages d'Arabie Saoudite opèrent toujours cette magie que le Dakar nous fait découvrir avec succès depuis maintenant 2 ans. Alors merci à vous tous passionnés du Dakar et de Rally Raid d'être au rendez-vous. Vous serez 1000 pilotes et copilotes, dont près de 750 au départ du Dakar et 310 à celui du classique, venant de 55 pays, dont les 3 nationalités les plus représentées sont la France, l'Espagne et les Pays-Bas. 131 pilotes et copilotes de légende partiront avec dans leur bagage 10 Dakar à leur actif, aux côtés de 206 rookies qui, eux, découvriront le Dakar pour la première fois cette année. Et enfin, mon cher Sébastien, l'épreuve accueillera 25 femmes, dont 3 équipages 100% féminins. Alors, avant de parler de l'ensemble du plateau moto, je vous propose de passer en revue ceux qui se battront pour la victoire en 2 roues. Cette écurie officielle, 5 anciens vainqueurs, ils seront nombreux à briguer le trophée suprême. KTM se présente avec 3 anciens lauréats, dont le nouveau transfuge et tenant du titre Kevin Benavides, aux côtés des solides Price et Wagner. Gas monte d'un cran avec un ancien et une étoile montante, Sunderland, vainqueur en 2017, et le petit phénomène australien, Daniel Sanders. Petit frère de Kevin, Luciano Benavides prend les commandes du team Husqvarna, alors que le rêve continue pour Skyler House, passer de motard privé à pilote officiel. Yamaha est en quête de revanche après la déconvenue 2021 et pour ce faire, il y a du talent avec Adrien Van Beveren, Ross Branch et Andy Shaw. L'équipe Honda reste sur 2 victoires consécutives. Le renfort de Pablo Quintanilla est un atout supplémentaire en plus de Brabec, vainqueur en 2020, de Cornejo et du Foffolé, Johan Barreda. Sherco misera sur une valeur sûre, Lorenzo Santolino, 6e l'an passé, et le rapide Rui Gonçalves venu du motocross. Il y a eu renfort chez Hero. L'écurie indienne récupère l'expérimenté Franco Caimi, qui rejoint l'Allemand Sébastien Bühler et le Portugais Joaquim Rodriguez. Alors Stéphane Péterancel, vous, l'ancien motard 6 fois vainqueur du Dakar, j'imagine que vous suivez encore la catégorie avec intérêt. Bah, le soir, je regarde presque plus les classements moto que ceux de la voiture. Non, c'est vrai que j'ai commencé par la moto et la vraie passion pour moi reste du côté des motards.
Ce qui est intéressant à souligner, c'est que les bagarres sont très ouvertes en moto. Il y a 10 pilotes qui sont capables de gagner. Par rapport à l'époque où je roulais, il y a une histoire de stratégie sur les ordres de départ et c'est hyper intéressant à suivre. Ça, c'est vrai. Alors Charles, évoquons maintenant les nouveaux. Les rookies, toujours autant d'engouement à participer au plus grand rallye raid du monde et une véritable nouvelle génération de motards. Oui, ils sont 170 en moto quad, dont effectivement plus d'un tiers sont des rookies. La relève est là, elle a moins de 25 ans et elle est pour l'essentiel issue de la filière des épreuves qualificatives labellisées Road to Dakar, qui s'avère être un formidable vivier et révélateur de talent. Enfin, notons que le Dakar accueillera cette année un double vainqueur de MotoGP en la personne de Danilo Petrucci. Il ne sera pas le seul à venir du MotoGP, on en parlera un petit peu plus tard. Parmi ces nouveaux venus, il y a bien évidemment Jonathan Chottard, jeune pilote amateur français, qui va découvrir le Dakar. Alors Jonathan, racontez-nous un petit peu ce rêve qui va devenir réalité, ce cheminement vers le Dakar. Ouais, ça a démarré il y a bien longtemps. Hein. J'en ai fait même mon métier dans la mécanique moto. Et bon, j'ai toujours fait un petit peu de moto dans nos régions. Et puis, ouais, ça semblait impossible au début. Et puis, au fil des années, avec mon ami Benjamin Melot, qui le fait depuis plusieurs années maintenant, on a fait les mêmes études, on a fait le même parcours, quasiment. Et puis, après, nos chemins sont séparés un peu dans le rallye raid et puis moi, un peu plus dans la course, dans le circuit. Et du coup, je me suis dit, on a quand même le même rêve. Il y est arrivé, alors pourquoi pas moi? Alors du coup, je me suis lancé. J'ai commencé par le rallye du Maroc en 2018, que j'ai réussi à terminer. Alors l'espoir, c'est d'aller au bout, hein, de toute façon, ça c'est clair, n'importe quelle manière. Et puis bon, les craintes, c'est les longues liaisons. Je sais que j'ai pas des très longues liaisons sur le Maroc, mais j'ai trouvé ça déjà compliqué, dur. Mais on essaie de rouler un maximum. J'ai aussi une famille, j'ai deux filles, une femme, donc il faut s'occuper de tout, donc il faut réussir à partager. Il y a quand même beaucoup de sacrifices à faire, mais on y est arrivé, donc je crois en la ligne d'arrivée. Ouais. Et pourtant, vous n'avez pas choisi la solution de facilité. Non. Vous serez en original by Motul pour les motards sans aucune assistance. C'est ça. Étant mécanicien, voilà, c'était un peu naturel. Au début, je voulais quand même faire un peu avec assistance parce que voilà, je trouvais pour un premier, c'était quand même pas plus simple, mais je me donnais plus de chances d'aller au bout. Mais au final, c'est devenu un peu une évidence d'aller en malmoto, en plus avec mon ami Benji, donc avec tous ses bons conseils. Et aussi les bons conseils de Laïa depuis 2 jours là. Donc non, ça va être chouette. Ça va être dur mais chouette. Il y a une véritable camaraderie. Stéphane, c'est ça aussi la force du Dakar, c'est ce mélange entre des pilotes amateurs et des pilotes professionnels. Vous discutez entre vous, on vous pose des questions, on vous demande des conseils aussi. Oui, forcément, mais bon, c'est la réussite du Dakar, justement. C'est une course, comme on l'a toujours dit, d'amateurs, où il y a les professionnels qui sont quand même là. Et je pense que c'est encore plus vrai dans le monde de la moto où tout le monde se sent comme une vraie famille. Il y a beaucoup plus de solidarité, c'est-à-dire que dès qu'il y a un motard qui est arrêté sur le bord de la piste, l'autre va s'arrêter, ce qui n'est pas forcément le cas dans la voiture. On le ressent beaucoup plus, mais c'est normal, on est seul en moto, on a peu de moyens de se dépanner parce qu'on n'emmène pas grand-chose. Et c'est un peu comme sur la route tous les jours, les motards se font signe en se croisant, et c'est quelque chose qu'on ressent sur le rallye. Alors Jonathan Chottard qui sera donc inscrit en original by Motul pour les motards sans aucune assistance. Petit retour sur 2021. Quand on prend le départ d'une course, c'est pour donner le meilleur. Un Dakar, il faut un petit peu de chance, il faut passer à travers de tous les gros soucis. Sans assistance, c'est compliqué. I enjoy working on the bike. It's a little bit of therapy. La catégorie régionale by Motul, c'est l'essence même du Dakar. Si à un moment donné, il y a un gars à côté qui a besoin d'un petit coup de main, on va lui donner. I can fix it and hope for the best. On est aujourd'hui plus de 30 pilotes, donc je pense que c'est le plus gros team du Dakar. Let's go for it. C'est l'aventure et l'expérience aussi, on est un peu livré à nous-mêmes.
Il y a des grandes dunes, il y a des montagnes autour de vous. On a l'impression que ça a été sculpté par l'homme. Ah, c'est fabuleux. Doing it in Malmoto is already making the whole experience very different. Alors Charles, quelques chiffres concernant l'édition 2022 des Original Bimotul. Ils seront 33 pilotes moto comme Jonathan et un pilote quad à relever le défi de boucler ce Dakar sans assistance grâce au support de notre partenaire Motul qui leur fournit l'infrastructure minimum pour opérer la maintenance quotidienne de leur véhicule. Alors concernant les motos, des hommes bien évidemment, mais aussi pas mal de femmes. Oui, 5 femmes, dont 4 expérimentées et une rookie qui a du talent. Elle nous vient des championnats du monde de trial et d'enduro GP. Il s'agit de Sandra Gomez. Elle est également première femme finisher du Red Bull Romagnac en Gold Class. Il faudra la suivre de près. Alors Laïa, la moto, c'est derrière vous, définitivement sur le Dakar. Et si oui, pourquoi cette décision ? Eh bien, je crois que c'est une décision qui a été très réfléchie et je crois qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui ont été réunis. Je crois que j'ai fait suffisamment de Dakar comme ça. Et en plus, je me sens complètement épanouie, réalisée avec les résultats obtenus. Tout a été bien. J'ai été parmi les 15 premières très souvent. Donc, et puis peut-être aussi avec l'âge, on réfléchit plus au risque que ça représente. Alors, je crois que tout ça, ça s'est réunis. Et les derniers Dakar avec la question du Lime, j'ai pas pu arriver préparée. Donc c'était peut-être le moment parfait maintenant d'être sur Extremi pour faire le saut vers les 4 roues. C'était un rêve que j'avais depuis longtemps. Charles, un mot sur les quads. Ils sont plus d'une vingtaine de quads, dont Manuel Andújar, 25 ans, qui prendra le départ de son 5e Dakar. Il sera challengé par le Français Alexandre Giroux et l'Américain Pablo Copetti, qui tenteront de mettre fin à l'hégémonie sud-américaine dans cette catégorie. Et on passe aux autos à présent. Et là encore, des grands noms, des grandes marques. 5 anciens vainqueurs du Dakar en auto seront au départ de la 44e édition et du nouveau au sein des top teams. Bienvenue à Audi et son casting de rêve. Peter Ancel, 14 sacs dont 8 en voiture. Sainz, double lauréat et le prometteur Ekstrom. Toyota Gazoo revient avec son Hilux T1+. Nouvelle disposition technique pour les expérimenter à Latia et De Villiers en quête d'un nouveau titre. Il ne faudra pas négliger le héros local Yazid Al-Raji, lui aussi au volant d'une Toyota Hilux T1+, de chez Overdrive. Une année pour apprendre, une année pour conquérir. BRX fait figure de solide outsider, l'Hub rêve d'une première victoire. Enfin, Roma et Terranova sont de solides alliés. Il pilotera la voiture lauréate ces 2 dernières années, gage de réussite pour le Polonais Kuba Psigonski. Yazir Saïdan retrouve une Mini et rêve de devenir le premier Saoudien à gagner le Dakar. C'est l'écurie qui monte. La formation Century Racing se présente avec 4 buggy, dont celui du jeune Brian Baragona. Également dans un buggy Century CR6, Mathieu Serradori vise bien plus haut que sa 8e place en 2020. 5 titres à moto, un podium en auto en 2017, il ne faudra pas négliger Cyril Després au volant d'une Peugeot. 6e en 2018, 8e l'an passé, le voisin émirati Khalid Al-Qassimi veut viser bien plus haut. Jamais en dehors du top 15 et 3 fois parmi les 10 meilleurs, Martin Prokop ne cesse de progresser. Il sera en plus au volant d'une Ford inscrite en T1+. Alors David Cassera, il y a bien évidemment un nom qui retentit, c'est Audi. Effectivement, Audi qui est là cette année avec le nouveau règlement, ce fameux T1U de voitures hybrides pour cette année. Donc c'est la révolution qui est en marche sur le Dakar, et le changement en tout cas. Et on est très fiers d'accueillir Audi qui marque le début de cette nouvelle ère sur le Dakar.
Stéphane Peter-Ancel, où en est la préparation au sein du Team Audi, puisque le Dakar, ce sera votre première course? Ouais, on avait planifié de faire le rallye du Maroc et Abu Dhabi. En fait, on est en retard sur le développement. Ça fait 4 mois et demi que la voiture est sur ses roues, roule. Donc, step by step, on améliore, on progresse, on règle les petits soucis. Et aujourd'hui, on est quasiment prêt à prendre le départ du Dakar, mais ça va être quand même un challenge compliqué. C'est une voiture qui est par elle-même compliquée, puisque des moteurs électriques, un moteur thermique qui tourne en permanence, tout ça géré électroniquement pour prendre le relais. Et donc, intéressant, très intéressant. Je ne pensais pas avoir autant de plaisir à développer une voiture à base de moteur électrique. On a du potentiel au niveau de la performance, du couple, de l'accélération. Et cette nouvelle technologie nous permet de découvrir un autre monde. Le monde de demain en motorsport. David, un mot sur la catégorie T1+. C'est quoi T1+? T1+, on a repris la catégorie classique qu'on avait, donc du T1, le 4x4 avec un moteur essence, et on l'a fait évoluer. Donc elle est un petit peu boostée, cette voiture, elle a un peu plus de suspension, elle a une roue aussi plus grande, et puis elle est un peu plus large. Donc c'est une voiture un peu boostée. Pour nous, c'est toujours un souci perpétuel d'avoir un équilibre de balance de performance avec toutes ces voitures, parce que le Dakar est compliqué. Vous avez des voitures en 2 roues motrices, en 4 roues motrices, en moteur essence, moteur diesel et maintenant électrique. Donc il faut qu'on garde toujours une homogénéité de performance avec tous ces véhicules. Et donc cette année, on a estimé qu'il fallait un peu relever la catégorie T1 et leur donner un petit peu plus d'avantages. Donc là, ce n'est pas l'avantage moteur, mais surtout franchissement, rapidité dans les cailloux, donc qui devrait pouvoir rééquilibrer les catégories. Et puis David, j'aimerais qu'on parle aussi des copilotes. Un rôle prépondérant. Stéphane, vous êtes bien placé pour le savoir, surtout sur un Dakar avec énormément de navigation. C'est sûr, la partie navigation sur le Dakar a toujours été importante et je crois qu'elle est redevenue plus importante encore en Arabie Saoudite, ce qui est une bonne chose. En voiture, on est obligé d'avoir un copilote de très haut niveau et surtout d'avoir une formule de communication qui est claire et nette. C'est ça qui est important. Donc forcément, quand on est de la même nationalité, ça donne un avantage. Pour ma part, j'ai eu la chance de faire le premier Dakar l'année dernière avec Édouard Boulanger, qui était un ancien mapman, mais qui était aussi un ancien motard sur le Dakar. Il a fait une fois le Dakar en moto, il a fait plein d'enduro du Touquet, par exemple. Et donc, on a vraiment la même vision des dangers, la même vision des difficultés du roadbook, et c'est clair et net. Et donc, forcément, c'est super important d'avoir un très bon copilote. Alors Charles, quelques chiffres sur la participation en auto et les nouveautés. Près de 100 voitures au départ, dont 2 tiers sont des 4 roues motrices, représentant une dizaine de marques telles que Toyota, Mini, Nissan, Ford, mais également 2 constructeurs chinois arrivés ces 2 dernières années avec BAIC et Borgward. Un autre transfuge, donc côté pilote du MotoGP, avec Carlos Checa, également champion du monde Superbike en 2011. Il cohabitera au sein du team MD au volant d'un Optimus, emmené par Christian Lavieille, autre champion du monde d'endurance et double vainqueur du Bol d'Or. Enfin, il sera copiloté par Johnny Aubert, ex-pilote moto Sherco Factory Racing et double champion du monde d'enduro GP, qui fait son retour sur le Dakar en 4 roues. Les ex-motards sont à la mode sur le Dakar. Alors, en auto. Laïa Sanz, nouvelle expérience pour vous, l'auto. Parlez-nous un petit peu de votre projet dans une Mini. Je suis très contente. Je crois que pour moi, pour ma première année, c'était très important d'avoir une très bonne voiture, une voiture fiable. C'est une voiture qui est très éprouvée. C'est la voiture idéale pour apprendre. J'espère que nous n'aurons pas de problème pour pouvoir améliorer jour après jour. Et je crois que c'est parfait de pouvoir être ici dans une équipe si parfaite avec une telle expérience. C'est un vrai plaisir. Mais ça va être bizarre pour vous d'avoir un copilote, un navigateur à vos côtés. Oui, effectivement, c'est quelque chose d'assez bizarre. J'ai pas eu vraiment l'expérience et c'est sûr qu'au cours des premiers jours, ça va être un peu dur. Mais en plus, j'ai un copilote qui est également rookie sur les voitures. C'est un bon navigateur en moto. Mais je crois qu'à la fin, c'est important de bien s'entendre avec la personne qui est à côté. Je suis très contente. J'ai plein d'espoir et j'espère que ça va être une très bonne expérience pour tous les deux. Mais oui, je dois m'habituer à avoir confiance, à l'écouter et c'est un changement très important malgré l'expérience que j'ai au Dakar. Je me sens complètement rookie cette année.
Alors là, ou plutôt les catégories qui ont le vent en poupe, ce sont les véhicules légers, T3 et T4 SSV série. Alors déjà, David, est-ce que vous pouvez nous expliquer les nouveautés concernant les T3 et les T4, les différences? Alors déjà, il faut bien comprendre que le T4, c'est le véhicule de série. Donc c'est ces petits buggy que vous connaissez, comme nous avons sur l'image, avec donc qu'on garde assez proche de l'origine. Ils sont adaptés évidemment en termes de sécurité notamment et des réservoirs essence pour la compétition. Ensuite, on a le T3. Donc c'est l'évolution de ces véhicules-là. Ce sont ce qu'on appelle des prototypes. Donc là, on a droit à beaucoup plus de liberté pour travailler sur le véhicule. Il est plus performant. On a la bride aussi un peu plus ouverte. Et donc, on a un peu plus de performance. Donc en fait, sur le rallye, on a 3 grandes catégories avec les T1, qui sont vraiment les véhicules de pointe. Les T3 ensuite qui arrivent derrière, qui sont le milieu de gamme, et le T4. Mais le T4 est un très bon véhicule, très facile à appréhender pour apprendre sur le rallye, pour découvrir la voiture. C'est le passage obligé pour venir sur le Dakar. Alors justement, on regarde tout de suite ceux qui se battront pour les titres. 2 types de véhicules légers, 2 courses bien distinctes, à commencer par les T3, les prototypes. Vainqueur de la catégorie l'an passé, le vétéran Joseph Maciasek rêve d'un nouveau sacre au volant de son Can-Am. L'écurie Red Bull mise sur la jeunesse et le talent. Cristina Gutiérrez, première femme à remporter une spéciale sur le Dakar depuis 2005. Les Américains Quintero et Guthrie. Et puis le petit nouveau, Guillaume de Mévus, fils de Grégoire. PH Sport revient avec un Zéphyr amélioré, toujours aussi rapide et sans doute plus fiable. Dans la catégorie T4, celle des SSV, la concurrence sera encore plus rude. Le tenant Chaleco Lopez fait figure de favori. Le Chilien vise une 3e victoire sur 4 roues. Le team officiel South Racing Can-Am se présente avec 3 sérieux candidats à un premier sacre. L'Américain Austin Jones, 2e l'an passé. Aaron Domzala sur le podium dès son 3e rallye. Et l'expérimenté Girard Fares, 14 Dakar à son compteur. La Pologne peut compter sur le jeune Michał Gokszal, 4e dès sa première participation. Sergei Karyakin est en quête de revanche 2 ans après sa place de dauphin dans la catégorie et 5 ans après sa victoire en quad. C'est la révélation de la catégorie. Saleh Al-Saif aura le privilège d'être à domicile. Le Saoudien, après une première étape remportée l'an passé, vise le titre. Et dans la catégorie T4 SSV série, on retrouve un prétendant à la victoire, l'Américain Austin Jones de la Can-Am Factory Racing Team. Alors Austin, vainqueur à Abu Dhabi, lauréat de la Coupe du Monde FIA en T4, c'est bon pour le moral? Oui, bien sûr. On se sent bien pour Dakar pour 2022. Je suis vraiment très excité par cela. Austin, 2e du dernier Dakar en 2021 derrière Chaleco Lopez. Qu'est-ce qui vous manque? C'est l'expérience? Oui, encore plus de l'expérience, plus d'assistance. Et cette année, on va planifier la course comme l'année dernière. On a essayé de changer quelque chose où on a eu des difficultés l'année dernière. Donc, on a tout fait pour réussir. C'est un rêve de gagner le Dakar? Oui, absolument. Ça serait un rêve de gagner le Dakar. J'y songe depuis très longtemps. J'ai essayé 2 fois. Donc, arriver vers la fin, ça vous encourage. Et cette année, c'est vraiment un rêve. Ça sera un rêve pour toujours. Alors, Charles, les catégories T3 et T4 sont des catégories qui continuent à attirer massivement. Plus que jamais, avec pas moins de 44 T3 prototypes et 61 T4 SSV série qui seront au départ. Pour challenger les autres T3 des Red Bull, les Zéphyr, nous aurons le Pinch Racing, arrivé 3e l'année dernière derrière Yamaha et Bouguera, qui défendront donc tous les 3 leur podium. À noter cette année l'arrivée de Dania Akil, récente vainqueur de la Coupe du Monde, Debara, qui sera avec la Saoudienne Mashan Al-Obeidan, qui seront les 2 premières Saoudiennes à prendre le départ d'un Dakar. En T4, en SSV, les Polaris du team Extreme Plus, qui ont été les premiers SSV, les premiers à terminer le Dakar en 2012, challengeront l'Armada Can-Am avec Sergei Karyakin, podium en 2020. Eugenio Emos, actuel 2e de la Coupe du Monde des rallyes, ou le très rapide Saleh Al-Saif, qui se mêleront à la bataille en tête de course.
À noter l'arrivée de l'Australienne Molly Taylor dans la discipline, qui s'est illustrée en WRC et en ERC. Et puis, il y aura un team 100% féminin. Tout à fait, 3 équipages, toutes en catégorie T3, dont Mercé Marty et Margot Yovera, assistées par une équipe elle-même totalement 100% féminin. Elles seront hébergées au sein du team FNSP qui a la particularité d'engager un véhicule dans toutes les catégories du Dakar, y compris en camion. Dernière catégorie, les camions justement, et on retrouve les candidats à la victoire. 18 victoires au total, 5 succès consécutifs. Qui peut battre l'écurie Kamaz? La formation russe présente à nouveau 4 mastodontes pilotés par autant de candidats à la victoire. Face à l'armada bleue, Martin Macic apparaît comme le mieux placé pour les détrôner après sa 4e place l'an passé. Ales Lopreis a déjà fini 7 fois dans le top 10 du Dakar. Le pilote tchèque rêve de retrouver le podium. 3 fois vainqueur en quad, Ignacio Casale a réussi sa transition dans la catégorie des poids lourds. Reste à se rapprocher du podium. Pour espérer battre Kamaz, le team Mammouth s'est rapproché du team de Roy Iveco. Martin Van Der Brink espère que cette collaboration sera payante pour faire mieux que sa 8e place l'an dernier. C'est le grand retour de Hans Stacey sur le Dakar. Vainqueur en 2007, le Néerlandais retrouve la formation de son cousin Gérard de Roy 5 ans après son dernier Dakar. L'équipe Hino reste une valeur sûre sur le Dakar. 9 fois dans le top 10, Teruhito Sugawara, dans un camion hybride, rêve de faire aussi bien que son illustre père Yoshimasa, 2e à 5 reprises. Et on accueille à présent Martin Macic de la République tchèque, 4e l'an passé en quête d'un premier sacre en camion. Martin, bienvenue à Paris. Alors déjà, est-ce que c'est possible de battre une écurie aussi structurée que l'écurie Kamaz? Oui, je crois que oui. On a besoin de beaucoup de chance pour le faire. Il faudrait avoir la meilleure équipe possible. Donc, l'équipage, on y travaille depuis 10 ans. J'espère que cette année, que nous allons réussir. Mais on ne peut jamais prévoir le Dakar, surtout le Dakar 2022. Mais je serais ravie de faire la meilleure bataille possible. Et peut-être que ça serait le cas. Alors parlez-nous un petit peu du projet 2022, Dakar 2022, avec ce camion qui va se battre pour la victoire, on l'espère pour vous. Bien, je devais décider si utiliser un ancien camion ou un nouveau camion. Donc, nous l'avons démantelé, nous l'avons remantelé, et donc j'ai décidé d'utiliser un ancien Charles que l'on voit dans les images. Donc, on a testé et maintenant, on veut faire donc une 3e Dakar. On va voir comment ça va se passer, mais ça serait toujours en Iveco avec une équipe plus grande et on espère que la 2e camion va me permettre de réussir. Alors David, autre grande nouveauté, c'est l'apparition de plus en plus de camions éco-responsables. Tout à fait, ça répond à la ligne qu'on s'est fixée l'année dernière et les camions avancent aussi très fortement et rapidement dans cette voie. Donc il y a des camions qui arrivent avec des assistances électriques, il y a un camion qui se prépare aussi avec de l'hydrogène, qui sera en démonstration d'ailleurs sur le Dakar. Donc aussi on avance assez vite et je pense que les camions peuvent même aller plus vite parce qu'ils ont plus de place. Souvent, le problème de batterie, ça prend de la place, c'est lourd, les bouteilles d'hydrogène aussi. Mais voilà, on a des camions qui arrivent et ce camion-là sera présent en démonstration sur le Dakar 2022. Martin Macic, vous aussi, vous avez des projets pour le futur. Oui, c'est vrai, pour être franc. Donc, ça va prendre beaucoup de temps pour y arriver, pour moi, pour l'avenir. Donc, il faut parler de l'énergie propre. Et donc, je vais travailler avec Keith Cullen là-dessous. Nous avons un projet sur 5 ans. Nous allons développer ce camion pour justement avoir le H2, pour le mettre dans notre camion et pour vraiment aller vers l'avenir.
manière, beaucoup plus vite que prévu. Je crois qu'on ne peut pas le faire à l'heure actuelle, mais je crois que la concurrence et tous les compétiteurs qui vont commencer avec les camions, avec Audi, dans toutes ces catégories, donc ils vont bientôt arriver dans 3-5 ans. Je crois qu'il y aura une énergie propre pour la course. Alors, nous sommes le 28 novembre, on est dans la dernière ligne droite. Charles, parlez-nous un petit peu des dates clés, du calendrier. Eh bien, en ce moment même se déroule la dépose des véhicules au port de Marseille jusqu'au 30 novembre, puis direction Jeddah, où nous vous retrouverons les concurrents pour récupérer vos véhicules les 27 et 28 décembre. Suivi des vérifications administratives et techniques du 29 au 31 au King Abdullah Sport City Stadium, où se déroulera également le briefing général le soir du 31. Le 1er janvier, la caravane du Dakar opérera son transfert vers Haïl, où se déroulera l'étape de qualification, puis la cérémonie du grand podium de départ. Riyad, la capitale, accueillera la journée de repos le 8 janvier. Avant de célébrer les finishers de ce Dakar 2022 à Jeddah le 14 janvier sur le podium final de cette magnifique 44e édition. Stéphane, j'imagine que votre calendrier est plutôt chargé aussi d'ici le départ du Dakar. Il va y avoir des tests encore et de la préparation physique ? Oui, préparation physique. On a pris un peu de retard parce qu'on a beaucoup fait de développement technique sur la voiture. Mais pour moi, en fait, il y aura peut-être un petit passage par une course à Haïl, où on fera peut-être que 2 jours de course juste pour rôder et confirmer quelques réglages sur la voiture. David, la pression monte, le parcours est fait, les concurrents sont inscrits et nombreux. Reste à remercier nos fidèles partenaires. Oui, et je voudrais remercier avant tout l'Arabie Saoudite qui nous accueille maintenant pour la 3e année. Et un nouveau partenaire saoudien, c'est Sauda Development Company qui rejoint nos partenaires qui nous accompagnent déjà depuis 2 ans, Motul, BF Goodrich, Red Bull, Honda, Rebellion, Aquafina et divers Extreme Team. Donc merci à vous tous, sans qui ce Dakar ne serait pas possible. Le Dakar continue à attirer, à passionner. Vous pourrez suivre le rallye en France sur France Télévisions, bien sûr, mais aussi à travers le monde. Dans 190 pays, le Dakar, c'est 1200 heures de diffusion TV via 70 chaînes et sur le digital. Près de 11 millions de visiteurs sur Dakar.com l'an dernier. Près de 60 millions de vidéos vues sur les plateformes officielles et 76,8 millions de stories vues sur Facebook et Instagram. Nous arrivons au terme de cette présentation. Un grand merci à tous nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. David Castera, directeur du Dakar. Je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, vous connaissez tous maintenant les ingrédients qui vous attendent pour cette aventure au mois de janvier. Maintenant, on vous laisse vous préparer. Il vous reste un petit mois. Et je vous donne rendez-vous donc fin décembre à Jeddah pour le départ de ce Dakar. Mais c'est un rêve le Dakar. Ça fait 45 ans que j'ai envie de ça. Let me do it. I just want to do this. You know, there's a goal, there's a dream. I want to do Dakar in the kingdom. I hope this journey begins now and will last for a long time. Je me suis trouvé bloqué dans le canyon qui est juste en bas là. Ah, je voulais sortir de là, mais j'aurais pas pensé qu'il y avait cet enfer-là à monter là. You know, you want to run before you can walk, but you have to really remind yourself in rally racing that you need to walk. Where's the main track anyway? Here, somewhere. Il faut que j'aille au bout. You win some, you lose some. Today I lost. If you want to do one thing very well, you shouldn't be thinking about something else. But I believe everything happens for a reason, and I have a good story to tell now. In anything in life, everything has once the first time. And in 3 days, he just kept 293 average. Trust me. Please win. I will remember you. I'm no different to the other 100 guys racing, you know. Everyone wants to finish it. The landscape, the terrain, you know, I've never seen anything like it. Every stage makes me closer to make a dream come true. Anybody who races the Dakar will be a changed person when it's over.